Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très délicat mais très utile dans l'éducation de nos enfants qui est la discipline. Bienvenue dans la suite de nos capsules quand intégration rime avec éducation. En tant que parent immigrant d'origine africaine, vous avez certainement remarqué comme moi que la discipline ici versus la discipline dans nos pays d'origine est complètement différente. Ce qui fonctionnait là-bas ne fonctionne pas forcément ici et cela peut créer en nous parfois des doutes et des craintes et même nous pousser à juger négativement la façon de faire d'ici, croyant que ce n'est pas du tout la bonne façon. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de nous encourager à nous ajuster sans renier nos valeurs parce que à la fin de la journée, en tant que parents, notre rôle reste le même, c'est-à-dire d'être à l'écoute, patient, aimant et présent. Parce que plusieurs personnes m'ont suggéré d'aborder ce sujet de discipline, je n'ai pas voulu le faire en une très petite mini-capsule comme j'ai fait les autres parce que je voulais qu'ensemble, on essaye de rentrer quand même en profondeur dans le sujet. C'est sûr qu'on ne peut pas s'étaler sur tout le sujet. Certainement, il y aura d'autres capsules qui vont parler de ça. Mais je voulais quand même, en gros, faire le tour et nous donner un aperçu de la discipline ici. C'est quoi les outils? Comment est-ce qu'on la comprend? Comment est-ce qu'on la définit? Et pour ce faire, nous allons faire quand même beaucoup de lectures aujourd'hui parce que je ne veux pas juste dire des choses pour les dire. Donc, j'ai pris la peine de faire quelques petites recherches pour nous. Je pense qu'en tant que parents, lorsqu'on entreprend la discipline auprès de nos enfants, c'est simplement pour faire régner de l'ordre dans la maison parce qu'on veut les voir grandir, on veut les voir évoluer, on veut les voir s'épanouir, on veut les voir aller dans le bon sens. Et tout ça inclut beaucoup de choses. Ça inclut notre éducation à nous, ça inclut nos valeurs, ça inclut notre culture, ça inclut plusieurs choses. Donc, ici, lorsqu'on va parler de discipline, j'aimerais qu'on s'entende sur le fait que c'est vraiment le fait de vouloir encadrer l'enfant afin que celui-ci puisse évoluer dans un environnement sain et qu'il puisse faire des bons choix pour plus tard. En évoluant dans cette société, j'ai fini par comprendre que même les mots utilisés pour pointer la discipline sont différents des mots que nous utilisons dans nos pays d'origine. Par exemple, ici, au lieu d'utiliser le mot punition, on va parler du mot conséquence. Et ceci n'est pas fait de façon anodine, mais c'est parce que ces deux mots ont deux connotations différentes et ont deux définitions différentes. D'où le fait que je suis retournée dans le dictionnaire pour nous lire c'est quoi la différence entre une conséquence et une punition. La punition, c'est l'action de punir, c'est une peine infligée et punir, c'est infliger une peine frappée d'une sanction. Donc, en gros, la punition a pour but de donner une peine et une sanction à l'autre. La conséquence, quant à elle, est la suite qu'une chose peut avoir. Donc, c'est comme la suite logique d'une chose, c'est-à-dire que si un acte est posé, la conséquence de cet acte sera telle chose. Pour rendre ça plus facile à comprendre, je vais nous partager la définition de ces deux concepts dans ce livre que j'ai trouvé très intéressant. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est Parents responsabilisants. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et que j'ai lu. C'est la deuxième fois que je le prends. Il a été écrit par Madame Nancy Doyon. C'est une coach en leadership parental. C'est vraiment très super intéressant. Je pense que si on veut davantage ajuster nos façons de faire dans la discipline, dans l'éducation de nos enfants en général, ça c'est un livre que je vous recommande grandement. Et dans ce livre, justement, elle aborde ces deux volets, la différence entre la conséquence et la punition. Je vais simplement nous lire parce que c'est vraiment très intéressant. Quelle est la différence entre une punition et une conséquence? Punition. Généralement, la punition n'est pas en lien évident avec le comportement ou la situation. Elle a pour objectif principal de faire vivre un déplaisir à l'enfant de sorte qu'il n'ait pas envie de reproduire le comportement indésirable par crainte d'être puni à nouveau. C'est une forme de discipline fondée sur la peur. L'enfant obéit parce qu'il craint la punition. L'intervention est souvent efficace, mais elle n'est pas responsabilisante
et elle risque de nuire à l'estime personnelle de l'enfant et à sa relation avec l'autorité. Elle a également souvent pour résultat de faire augmenter la colère et l'agressivité chez l'enfant, en plus d'alimenter les luttes de pouvoir. Conséquences. La conséquence est le résultat logique d'un comportement. Elle peut être positive, négative ou neutre. Par exemple, si Antoine étudie bien, il est probable qu'il ait une meilleure note à son examen. Si Sophie ne range pas sa chambre pendant toute la semaine, elle devra y passer plus de temps le samedi matin. Bien des parents croient que la conséquence ne peut pas être efficace si elle ne déplaît pas à l'enfant. En fait, l'objectif poursuivi ici n'est pas de frustrer l'enfant, mais plutôt de lui enseigner à faire des choix et à les assumer. Si elles sont appliquées avec respect, indulgence et empathie, les conséquences envoient le message suivant à l'enfant. Tu as le droit de commettre des erreurs, tu ne me déçois pas pour autant, mais tu dois assumer les résultats de tes actions. Et on peut classer les conséquences en plusieurs types. On parle par exemple des conséquences réparatrices, des conséquences naturelles qui arrivent par elles-mêmes. Par exemple, si un enfant dort tard et qu'il n'apprend pas, il joue, il ne révise pas, la conséquence naturelle, c'est qu'il ait une mauvaise note à l'école. Ou alors, si un enfant court sur la glace, ça glisse, la conséquence naturelle, c'est qu'il tombe et qu'il se fasse mal. Les conséquences logiques qui sont en lien avec l'action posée par l'enfant. Par exemple, imaginons que vous avez un rendez-vous à 15h avec votre enfant et que vous lui dites que vous allez quitter un peu plus tôt afin de pouvoir passer au McDonald's pour lui offrir une surprise. Et que l'enfant prend tout son temps, il traîne à la maison et que vous vous retrouvez à quitter, par exemple, à 14h30 et que vous avez juste 30 minutes pour arriver au rendez-vous. La conséquence logique dans ce cas serait que vous ne passez plus au McDonald's parce que vous allez être en retard à votre rendez-vous et que même au retour, vous ne passez pas parce que l'enfant a pris sur lui de ne pas s'apprêter à temps pour que vous soyez à l'heure au rendez-vous et que vous puissiez passer pour qu'il ait sa surprise. Donc ça, ce sont des conséquences logiques. Et puis, toutes ces choses, toutes ces définitions, tous ces concepts sont à appliquer en fonction de la situation que nous avons en face de nous. En général, lorsqu'on parle de discipline, beaucoup de parents me demandent qu'est-ce que je peux faire? Mon enfant fait ci ou ça, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux appliquer? Qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas une façon de faire, il n'y a pas une conséquence à appliquer, il n'y a pas une seule façon de corriger un enfant. Je pense que même lorsqu'on a plusieurs enfants à la maison, la façon qu'on interagit avec eux doit être différente. On doit agir la façon qu'on agit avec Jean ne doit pas être la même façon avec laquelle on agit avec Paul, ainsi de suite. Chaque enfant a sa particularité, chaque enfant a son comportement, chaque enfant a même sa capacité à évoluer, la façon que l'enfant, les apprentissages de l'enfant, est-ce qu'il les a déjà acquis ou pas. Toutes ces choses-là permettent de savoir quelles sont les conséquences qu'on peut donner aux enfants, où est-ce que l'enfant est rendu, comment est-ce qu'on peut agir envers lui, et même ça dépend aussi encore même de nous-mêmes et même de nos valeurs. Moi, par exemple, dans mon cas, il y a des choses pour lesquelles je ne vais jamais donner une conséquence à un enfant. Par exemple, un enfant qui remplit un verre d'eau et lorsqu'il le porte pour le boire, l'échappe. Je ne vais pas donner une conséquence pour ça à l'enfant. Pourtant, moi, je me souviens que lorsque ça arrivait, quand j'étais plus petite, j'étais punie pour ça, j'étais frappée pour ça parce que j'avais cassé un verre. Quand on cassait un verre, on cassait un plat, on pouvait nous frapper parce qu'on a cassé les verres et cassé les plats. Mais moi, ce sont des choses pour lesquelles j'ai, en tant que parent, décidé de ne pas frapper mes enfants, de ne pas donner des conséquences à mes enfants parce qu'ils ont fait des accidents. Je me dis toujours, mais moi-même, je suis capable de casser un verre. Moi-même, je suis capable de casser un plat. Qui me punit dans ce cas-là? Donc, si on s'assoit et on regarde, par exemple, à notre enfance, nous, en tant que parents immigrants d'origine africaine, on va réaliser que, oui, on a vécu parfois beaucoup d'abus. Parfois, nos parents nous ont élevés en fonction de la façon qu'ils connaissaient de faire. C'était aussi simple que ça lorsqu'on parle de conséquences, de discipline, de correction en Afrique. Déjà, on ne parle pas de conséquences. Lorsqu'on parle de discipline en Afrique, c'est la punition. Et c'est aussi simple que ça. C'est soit te gronder, t'insulter et te foutre au bâton. Donc, c'était la façon de faire. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est comme ça qu'on nous a élevés. Et pour vous donner mon témoignage à moi, quand je suis arrivée ici au Québec, c'est la façon que moi, je savais qu'on élève un enfant. Moi, ce qu'on m'avait appris, c'est fouetter, gronder l'enfant
et crier sur l'enfant. Je n'insultais pas parce que, bon, ça faisait pas partie de mes valeurs en tant que chrétienne, mais je pouvais crier, je pouvais gronder, je pouvais même frapper les enfants jusqu'à ce que je commence mes enfants commencent à aller à l'école et que je fasse une formation. Et pendant cette formation, je me souviens, il y a une autre enseignante qui a dit que elle avait frappé son enfant une seule fois de sa vie, et cette fois-là, elle s'est sentie tellement mal à l'aise qu'elle a décidé de ne plus frapper ses enfants. Et moi aussi, dans ma relation avec mes enfants, je me rendais compte que les enfants grandissaient et je me disais, mais c'est quoi la limite à un moment? Si la seule façon d'éduquer un enfant, c'est de le frapper, c'est de le fouetter lorsqu'il commet une erreur. C'est quoi la limite en fait? Parce que tu vas pas frapper un enfant qui a 14 ans ici, tu vas pas frapper un enfant de 10 ans, tu vas pas frapper un enfant de 5 ans par exemple. Donc, je me disais, si j'arrive au niveau où je ne peux plus frapper un enfant, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais l'éduquer? Et je suis contente parce que j'ai eu ce réveil-là très tôt. Les enfants étaient encore petits et j'ai commencé à faire des recherches, à me dire, si on ne peut pas frapper l'enfant, si on ne peut pas corriger l'enfant au bâton, ça veut dire qu'il y a une façon de faire, il y a une autre façon de faire. Et je suis allée vers cette méthode-là, j'ai commencé à poser des questions, à lire des livres, à m'instruire. Et c'est là où j'ai découvert justement ce concept de conséquences, ce concept de donner des conséquences logiques, ce que nous on appelle aussi des punitions, parce qu'en Afrique même, quand on disait qu'on nous punit, c'était aussi une façon de dire, si par exemple ton parent disait que ok, mais je sais pas, tu n'auras pas ton argent de poche par exemple, c'était une punition. Donc il y avait des différentes formes de punition, c'était pas seulement le bâton, donc il y avait des choses, par exemple tu es privé de sortir, si on t'a invité à une fête, on te dit de ne pas partir, ainsi de suite. Mais la façon facile, c'était toujours de fouetter l'enfant, et puis on peut se rendre compte que en Afrique, on avait beaucoup d'enfants obéissants. Moi, par exemple, j'étais une enfant très, très obéissante. Mais en grandissant, j'ai compris qu'en fait, mon obéissance parfaite, c'était la peur. C'était simplement parce que j'avais la peur et j'avais développé une grande peur face à l'autorité parce que j'avais vécu dans des environnements où j'avais été frappée, j'avais été grondée, j'avais été insultée. Donc, j'avais bâti comme une carapace autour de moi pour ne plus recevoir ces choses-là. Et j'obéissais, j'étais vraiment comme l'enfant parfaite. Et ce n'est pas que je ne faisais pas de mauvaises choses, je faisais certaines choses que je pouvais essayer de cacher à mes parents, mais quand je sentais que je ne pouvais pas cacher ces choses-là, je me mettais vraiment sur le droit chemin, j'obéissais parce que je redoutais la conséquence, je redoutais le bâton, et j'ai vraiment grandi avec ça et ça m'a suivi même dans beaucoup de choses, dans ma relation, même dans ma maison en tant que femme et tout. Il a fallu qu'à un moment, je travaille sur moi et que le Seigneur me fasse réaliser que j'ai ce problème-là de la peur de l'autorité. Tout ce qui est personne autorité, moi, j'avais peur. Il fallait que j'obéisse à tout prix. Et j'ai fini par travailler cette blessure-là et a fini par comprendre que... à me poser la question de savoir ça vient d'où. Et j'ai fini par comprendre que c'était justement ça, c'est que l'éducation, la façon que j'ai grandi, les milieux où je suis partie, que ce soit mes parents ou l'entourage autour de moi, les figures d'autorité qui ont été autour de moi, ça a toujours été des personnes où parfois ce n'est même pas envers moi que les actions étaient posées, mais même envers d'autres. Le fait que tu sois dans la maison avec tes frères et tes sœurs ou tu vas chez un ami, son parent le fouette, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce que j'ai vu et qui a créé la peur en moi. Et moi, je ne voulais pas reproduire ce modèle dans mes enfants. C'est pourquoi j'ai cherché d'autres outils, d'autres façons de faire. Et la chose que moi, j'ai trouvée, c'était les conséquences logiques et la communication. La communication, ça marche vraiment je pense qu'à 80% des cas, lorsqu'on est présent et qu'on parle avec nos enfants et qu'on apprend à les connaître, c'est facile pour nous de les guider vers le bon chemin et les amener à faire des bons choix. Et lorsque les enfants font les bons choix, on a moins de discipline à faire, on a moins de conséquences à donner, ainsi de suite, parce que la conséquence vient lorsque l'enfant fait des mauvais choix, on essaye de lui faire comprendre que tu as fait un mauvais choix, alors la conséquence de ton action, ce sera ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce concept de conséquence parce que lorsque tu l'appliques avec l'enfant, ce n'est pas avec les émotions. La punition, souvent, se fait avec les émotions. Parfois, on est fâché. L'enfant nous dit quelque chose qui vient toucher une blessure en nous, réveiller quelque chose en nous qui vient nous offenser et on réagit en fait.
j'avais remarqué que lorsqu'on on frappe sur les enfants, lorsqu'on gronde, on crie, ça c'est parce que nous sommes beaucoup plus en mode réaction. L'enfant est vraiment venu piler sur notre orgueil, comme on dit souvent. Et moi, tranquillement, j'ai commencé à travailler sur moi, à comprendre que avant d'aller corriger l'enfant, avant d'aller faire de la discipline auprès de l'enfant, à mon niveau, qu'est-ce que je pense de ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la parole ou alors l'action que l'enfant a posée vient tellement me chercher? Parce que en général, lorsqu'on est en mode réaction, c'est parce que les enfants ont dit quelque chose qui vient, peut-être c'est quelque chose sur laquelle nous sommes encore en train de travailler, quelque chose que nous voyons en nous qui ne nous plaît pas et qu'on ne veut absolument pas voir reproduire sur nos enfants. Donc on se met à crier, on se met à se mettre là comme on veut complètement tout arrêter, on veut les sauver en fait. Nous ne pouvons pas sauver nos enfants. Donc j'ai compris que les enfants ont le droit de faire leurs erreurs. Les enfants doivent faire leurs erreurs parce que c'est comme ça qu'ils apprennent. Les enfants doivent vivre des expériences. On ne peut pas les empêcher à vivre des expériences. Donc, mais tout ce qu'on peut faire, c'est de les accompagner dans leurs expériences. Parfois, on va adoucir certains chocs, mais parfois, il faut même laisser les enfants se cogner pour qu'ils apprennent. C'est comme ça qu'on apprend. Ayant compris toutes ces choses, j'ai commencé à m'ajuster tranquillement et à ajuster ma façon de corriger et de discipliner mes enfants sans pour autant perdre mes valeurs. Une chose que j'ai également remarqué dans la société aujourd'hui, c'est en termes de parentalité, il y a beaucoup de concepts. On va te parler des parents hélicoptères qui sont là, qui veulent contrôler toute la vie de leurs enfants. On va te parler de la parentalité positive qui veut que tu ne dis jamais non à l'enfant, que tout ce que tu fasses aille dans le sens positif pour l'enfant, qu'on ne blesse pas l'enfant. Et en général, personnellement, pour moi, ça crée des enfants rois. Pourquoi est-ce que j'ai aimé cette définition, la définition dans ce livre? C'est parce que la façon dont elle aborde le concept de l'éducation des enfants va plus dans le sens de mes valeurs, c'est-à-dire de créer un enfant qui est équilibré, qui sait assumer ses choix et qui sait aussi vivre avec les conséquences de ses choix. Parce que c'est ça la vraie vie. Quand les enfants vont sortir sur notre toit, sur le cocon familial, ils vont être dans la vie dehors et la vie ne va pas leur faire de cadeaux. La vie va les frapper au visage. Et s'ils n'ont pas été bâtis forts, s'ils n'ont pas appris à subir les conséquences de leurs actions, on va juste avoir des adultes qui ne sont pas fonctionnels dans la société. Donc, la discipline, est-ce qu'il faut appliquer la discipline avec nos enfants? Oui, mais il faut ajuster notre façon de discipliner nos enfants. Une chose a également attiré mon attention ici, c'est en observant les parents, j'ai réalisé qu'il y avait comme deux catégories de parents. Il y avait des parents, lorsqu'ils arrivent ici, ils sont dépourvus de leurs moyens. Ils ne savent plus comment éduquer les enfants parce que lorsqu'ils arrivent, ils écoutent des choses du genre « On ne tape pas l'enfant ici, tu ne peux pas punir ton enfant. » Mais c'est difficile parce que eux, lorsqu'ils sont arrivés, la seule façon de faire, c'était de gronder, de crier, de frapper. Et lorsqu'on leur dit qu'on ne fait pas ça ici, c'est interdit par la loi, ceci, ils entendent parler de la DPJ, de ceci, de cela. Du coup, ils tombent dans une forme de prison, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ne font plus rien, ils ne disciplinent complètement plus l'enfant, ils n'éduquent complètement plus l'enfant, ils laissent l'enfant faire n'importe quoi et après, ils ont l'impression que l'enfant change, que l'enfant est difficile, l'enfant a des problèmes, ainsi de suite, parce qu'ils n'ont pas des outils, ils ne vont pas chercher les outils pour s'équiper. Et il y a cette autre catégorie de parents qui, eux, quand ils arrivent, ils se disent non, je vais continuer à éduquer mon enfant comme en Afrique, à le frapper, à crier sur lui, à gronder, ainsi de suite. Et les enfants grandissent, sont tous frustrés et ça crée des frustrations, ça c'est sûr. Et puis, parfois, ils finissent par se retrouver justement dans des problèmes avec la DPJ, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, les parents ont besoin de soutien, les parents ont besoin d'apprendre, les parents ont besoin d'être accompagnés. Et je sais que fondamentalement, la crainte des parents immigrants, c'est de ne pas perdre leurs valeurs. Mais ce dont je peux rassurer les parents, c'est que nos valeurs ne sont jamais, jamais perdues. Tes valeurs, c'est toi. Tes valeurs, c'est toi qui les définis, c'est toi qui les établis, c'est toi qui les mets entre tes enfants. Donc, tu n'as pas besoin de craindre de les perdre. Moi, je pense qu'on devrait prendre la peine de nous informer. Et je suis sûre même que plusieurs parents n'ont jamais pris la peine d'aller taper la loi 46 pour savoir de quoi elle parle exactement. Ils ont juste entendu dire « Oh, on ne frappe pas les enfants ici. Et si tu tapes ton enfant, la DPJ va venir chez toi. » Je nous encourage en tant que parents, informons-nous, prenons des conseils, prenons des outils, instruisons-nous, lisons. Il y a plein de livres comme ceux que je viens de vous montrer.
Et dans toutes ces connaissances-là, nous allons avoir la capacité d'ajuster notre façon de faire tout en gardant nos valeurs qui sont le fondement de la base de l'éducation de nos enfants. Parce que la ligne est très mince entre la discipline et la frustration des enfants. Donc, je sais que certains parents ont du mal à discipliner leur enfant parce qu'ils ne veulent pas frustrer l'enfant, parce qu'ils ne veulent pas blesser les enfants. Mais à la fin de la journée, lorsque la discipline est bien faite, même si elle peut frustrer l'enfant ou blesser l'enfant, c'est juste pour un temps. Parce que de façon générale, si nous n'appliquons pas la discipline dans la vie de nos enfants, la vie va le faire. La vie va les discipliner, la vie va les corriger et les frustrations, on ne peut pas échapper. Moi, je pense que nous devons discipliner nos enfants afin de les apprendre à gérer leurs propres frustrations. Sauf que cette discipline-là doit être faite dans un cadre vraiment sain, doit être faite dans l'écoute, dans la bienveillance et dans l'amour, surtout l'amour. Et j'encourage toujours les parents à se poser la question en premier. Ne pas donner des conséquences à la hâte. Rester constant parce que si on annonce des conséquences aux enfants et qu'on ne les applique pas, c'est sûr que les enfants vont comprendre que nous, on est juste en train de s'amuser. Ils ne vont pas nous prendre au sérieux. Donc, rester cohérent et conséquent dans ce qu'on dit. Et c'est pourquoi j'encourage les parents parfois à ne pas annoncer des conséquences lorsqu'ils sont fâchés. Ce n'est pas mauvais si l'enfant a posé une action de lui dire « Ok, on va voir, ce sera quoi ta conséquence demain ?» Le temps de réfléchir à l'action de l'enfant. Parce que si on annonce une conséquence à la volée, une grosse conséquence et qu'on n'est pas capable de le faire, là, ça envoie un message à l'enfant. Nous ne sommes pas cohérents. Donc, ensemble, malgré que la discipline diffère d'un pays à l'autre, nos enfants ont besoin d'être accompagnés, nos enfants ont besoin d'être disciplinés et c'est à nous, parents, que revient la responsabilité de nous ajuster, d'ajuster notre façon de faire tout en gardant nos valeurs. Ce sera tout pour cette capsule. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et n'hésitez pas à me partager c'est quoi les défis que vous avez eu dans le cadre de la discipline lorsque vous êtes arrivé dans votre nouveau pays d'accueil. Merci et à très bientôt.